Aujourd'hui, je vais vous préparer mon dessert préféré au chocolat, ma craquante au chocolat. Je vais vous donner plein de petites astuces et c'est à ce moment-là qu'il ne faudra pas hésiter à poser des questions, justement si vous avez n'importe quelle question à propos de ça ou même d'un autre gâteau. Hein. On n'est pas obligé de parler que de... Alors, avant de commencer, j'ai une petite question pour vous, le public. Par applaudissement, qui fait de la pâtisserie? Waouh! Il y a pas mal, hein. Beaucoup! Donc c'est super. C'est votre première, j'imagine, masterclass peut-être de Nina. Alors par quoi on commence? Alors là, je suis simplement en train de réchauffer un petit peu le reconstitué chocolat. Donc en fait, je vais vous expliquer un peu comment, de quoi se constitue cette tarte. Et comme ça, vous allez un peu plus comprendre ce que je suis en train de faire. Alors, c'est une tarte qui est très très simple. Et c'est là où ça devient très très complexe. C'est qu'en fait, faire avec peu de recettes, peu d'ingrédients, quelque chose de très bon, c'est là où on commence à s'amuser. On a simplement un petit crumble au cacao. Donc très simple. Crumble avec un bon cacao. Et c'est là où le rôle des matières premières est extrêmement important parce qu'on ne peut pas mentir. Quand on fait des choses simples, il faut des bonnes choses. Toujours. De toute façon, on n'est pas des magiciens ni des magiciennes. À un moment, on ne peut pas faire des choses incroyables avec des ingrédients qui ne sont pas bons. Donc il faut des bons ingrédients, un bon crumble, simplement. Ensuite, ce crumble, on le cuit à très basse température. Alors là, je vais vous donner un secret qu'il va falloir bien retenir. Prenez des notes, hein. Vous ne cuirez jamais, attention, je vais effondrer plein de recettes que vous avez peut-être en tête, mais un sablé croustillant, quelque chose de croustillant ne se cuit pas à plus de 150, 160 degrés maximum. D'accord? Et longtemps. Les crumbles, les sablés, si vous voulez du croustillant, c'est 150, 155 degrés, 25 à 30 minutes environ. Qu'est-ce qui se passe si on cuit plus? Bon, si on cuit plus, c'est pas grave parce qu'à 150, ça va pas trop colorer. Enfin, a priori, ça va pas. Par contre, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que la farine va torréfier, votre poudre d'amande va torréfier, votre beurre va devenir noisette. Et tous les ingrédients, à ce moment-là, vont gagner, vont être sublimés. Parce que la torréfaction va agir dessus. Et en plus, vous allez perdre l'humidité, donc vous allez garder du croustillant. Donc les pâtes croustillantes, basse température, longtemps. Et ensuite, les biscuits moelleux, c'est là où vous pouvez monter votre four à 180 degrés. Mais sinon, vous ne le montez pas. Et donc, dès que vous voulez du moelleux, vous allez le monter à 180, 200 degrés. Plus c'est fin, plus vous allez cuire fort et rapidement. Plus c'est gros, plus c'est haut, souvent. Et plus vous allez cuire plus bas, 160, ça peut cuire pendant plusieurs minutes, voire heures. Attends, les réglages, chaleur tournante ou chaleur... C'est toujours la grande question, hein, à chaque fois. Alors, sur ça, moi je dirais, sur les fours, si vous êtes à la maison, vous embêtez pas, vous connaissez votre four, ça ira très bien. Un bon pâtissier peut faire avec n'importe quel four s'il le connaît. Il faut regarder son produit, il faut observer. Finalement, j'ai envie de dire que quand on cuit une pâte sucrée avec un fonçage, c'est bien d'avoir une chaleur tournante parce que ça va envoyer de l'air, donc ça va cuire plus vite, ça va figer la farine. Et à ce moment-là, quand ça fige la farine, et ben là, ça va tenir. Et là, on peut, à la limite, pour le fonçage de tarte, vous pouvez mettre à 180. Attention, 2-3 minutes, le temps que ça fige. Et ensuite, vous baissez et vous cuisez plus longtemps pour torréfier et pour cuire. Parce qu'en fait, ce qui va se passer ce qu'on veut sur les fonds de tarte où il y a toujours le fonçage qui retombe, c'est là où finalement il faut saisir. On peut saisir un peu plus fort avec une chaleur tournante. La chaleur tournante va envoyer la chaleur rapidement. Ça va saisir la farine, elle va faire son effet, elle va cuire et ensuite on peut baisser. Je me suis bien exprimée ou pas? Pour moi, c'était clair. Okay. C'était très clair. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est un crumble simplement. Donc là, je suis en train de le refroidir. Donc vous avez fait un crumble au chocolat? Oui. Alors là, c'est un crumble qui a déjà été fait, qui a déjà été cuit. Ce que vous voyez là, c'est quand même pas très très joli, mais c'est qu'en fait, En fait, bon, vous avez des plaques de crumble qui m'ont cassé, qui m'ont mis là-dedans parce qu'ils m'ont aidé à préparer tout ça, mes équipes. Et donc, c'est un crumble chocolat où là, je pense pas avoir le crumble. Je sais pas si j'ai tout ça. Non. Donc, c'est un crumble simple, bien cuit, bien séché, bien torréfié. Et ensuite, on va mélanger ça avec du chocolat fondu, simplement, de la gavotte et une petite pointe de fleur de sel. Et voilà. Et ça va faire un crumble qui va être reconstitué et qui ne va pas se réhumidifier au frigo. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut le garder très longtemps. Et qui ne se réhumidifie pas. Et après, sur cette tarte, on va avoir un crémeux au chocolat. Donc ça, le crumble va se situer où dans la tarte? Le crumble, c'est la base. Okay. Ensuite, on a le crémeux qu'on va venir pocher. Et le crémeux, c'est très simple. C'est une crème anglaise. On va le faire ensemble juste après. Là, on va le faire maintenant, même peut-être. Comme ça, on va avoir le temps tranquillement.
Là, le crémeux, vous allez nous donner toute la recette. Oui, On va la je vais faire faire ensemble. toute la recette avec vous. C'est là où vous devez prendre des notes. Voilà. Je vais voir si jamais je peux utiliser... Non, j'utilise cette casserole-là, c'est parfait. Je vais le faire ici de toute façon. Voilà. Alors, par quoi on commence pour le crémeux au chocolat? Pour le crémeux au chocolat, on va commencer par la crème anglaise. Et donc, il y a autant de crémeux, il y a autant de mousse chocolat qu'il y a de pâtissiers. Donc, c'est pas parce que vous avez une bonne recette, c'est pas parce que vous avez une bonne recette écrite et que vous avez fait les bonnes pesées que vous allez avoir une bonne recette à la fin. Et c'est là où j'interviens. C'est là où, écoutez-moi bien, donc ne pas... On vous écoute, tout le monde est très attentif, là, je le vois. Voilà. Alors, du lait et de la crème. On a dit des bons ingrédients. Je me répète, mais c'est extrêmement important. Alors, quelles sont les quantités? Là, c'est 86. Donc, on met dans une casserole 86 g de lait, 86 g de crème liquide. Exactement. Si jamais vous voulez la recette de toute la tarte, je peux vous la donner. Faudrait juste qu'on l'imprime un moment où, je sais pas, on verra, je la partagerai peut-être sur les réseaux. Comme ça, au moins, vous l'aurez. Mais je pense que j'ai déjà partagé parce que c'est ma recette préférée. Ah bah voilà, bah elle est sur YouTube. Ah bah super, merci. Elle est sur YouTube, sur Food Pâtisserie. Je l'avais faite en live, je crois. Voilà. Bon bah voilà, vous avez tout. Ensuite, il nous faudra des jaunes d'œufs. Là, ils m'ont mis 35 grammes, c'est ça, hein? 35 g de jaune d'œuf. Je crois que c'est marqué 35. 35 grammes de jaune d'œuf. Et c'était 7 grammes de sucre. Cassonade, après sucre. Alors la cassonade et le sucre blanc, bon, en termes de pouvoir sucrant, c'est un peu la même chose. La cassonade va apporter un petit côté un peu plus caramélisé. Mais si vous voulez un peu moins de sucre sur ce crémeux-là, vous pouvez l'enlever, rajouter. Si vous avez un peu de chocolat au lait, le sucre sur cette recette-là n'est pas forcément important. Votre chocolat est déjà un petit peu sucré. Bon. Le sucre dans les crémeux, dans les mousses, etc., vous pouvez vraiment jouer avec. Il va servir à la conservation, il va servir un peu à la tenue. Mais si vous faites des gâteaux chez vous, vous pouvez beaucoup plus jouer. Nous, en tant que professionnels, il faut que notre gâteau il tienne dans la vitrine du matin au soir, qu'après vous le mangiez le soir, etc. Donc en fait, le sucre va avoir quand même un pouvoir stabilisant sur les produits. Mais si vous en faites chez vous, vous n'avez pas besoin d'une stabilité parce qu'il va passer finalement du frigo à l'assiette assez rapidement. Vous pouvez vraiment vous amuser à réduire le sucre. Alors, on met du chocolat noir, c'est ça? Chocolat noir, 66%. 66%. J'ai dit combien? Vous avez mis combien de... Je n'ai pas regardé. 80 grammes. 80 g de chocolat noir, 66%. Voilà. Donc, nos blancs, on va les mélanger. Et ça ne sert à rien de les blanchir des heures. On les mélange juste simplement? Oui. D'accord. Le seul truc, c'est qu'il faut les mélanger un peu au dernier moment pour pas que finalement le sucre cuise les jaunes, c'est tout. Mais on n'a pas particulièrement besoin de les faire monter parce que si on incorpore de l'air, ça ne nous est pas du tout utile dans le crémeux. Déjà, on n'en veut pas en fait de l'air dans le crémeux simplement. Parce qu'on a envie d'un crémeux lisse, c'est mieux. L'air, elle va s'en aller quand on va cuire. Et ensuite, il nous faut quelque chose d'assez lisse pour ne pas avoir de bulles quand on va le pocher, etc. Donc là, on verse notre jaune d'œuf. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si j'ai un petit fouet par là. Il faut toujours mélanger dans la casserole, surtout quand c'est du lait ou de la crème. Pourquoi? Parce que les protéines sont attirées par la chaleur vers le bas, donc ça va accrocher. Donc on donne un petit coup de fouet de temps en temps. On laisse jusqu'à que ça boue? Oui, c'est ça. Okay. Et là, je vais mettre mon petit sucre avec mes jaunes. Sucre, voilà. Ouais, c'est histoire d'eux, mais... Parce que... Ouh là là là, oh pardon. Oh, toc, 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 toc. Chauffe vite avec les plaques. Voilà. Alors, attention. Donc et là, je mélange juste mon sucre et en fait, comme j'ai mélangé au dernier moment, j'ai à peine besoin de mélanger, parce que ça va fondre avec mon liquide. Voilà. Je verse tout. On peut faire une petite partie ou tout. Moi, j'ai toujours l'habitude, aussi bien pour les crèmes pâtissières que les crèmes anglaises, de tout verser. Parce que ça commence à cuire tout doucement, déjà dans le cul de poule, dans le bol. Et ensuite, on reverse le tout dans la casserole. Exactement. Et là, on a le sucre on voit encore le sucre, mais pas de panique, il va fondre. Est-ce que vous laissez jusqu'à une certaine température ou vous faites à l'œil? Alors, je fais à l'œil. Et vous pouvez aussi faire à l'œil. Comme ça, déjà. Vous pouvez aussi prendre votre thermomètre si vous êtes très précis et que vous êtes précautionneux, etc. Mais pour tous ceux qui ont souvent un peu la flemme ou qui n'ont pas forcément le thermomètre, etc., vous pouvez largement faire à l'œil. Et je vous conseille d'apprendre à le faire à l'œil même, parce que votre thermomètre, il n'est pas forcément étalonné. Et ça peut être cause de louper de gâteau.
C'est quoi un thermomètre étalonné ? Eh bien, un thermomètre, c'est un peu... Même les balances, parfois, peuvent ne pas être étalonnées. Donc là, je suis sur feu éteint, ma casserole est chaude, je laisse tranquillement. Pour l'instant, je risque rien, comme ça, je peux parler en même temps. Et en fait, un thermomètre étalonné, c'est pour vérifier qu'on ait bien fait la tare. Et en fait, souvent, le thermomètre, il peut bouger. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que l'eau qui bout est bien à 100 degrés. C'est comme ça, vous vérifiez. Parfois, votre thermomètre, il va indiquer 99, 102... Et donc là, vous pouvez réajuster. Si votre thermomètre indique 99 ou 98 par rapport à une eau qui bout à 100 degrés, vous savez que vous devez rajouter 2 degrés à votre température. Et 2 degrés, c'est quand même beaucoup. Par applaudissement, qu'ils savaient ça dans la salle ? Pas beaucoup, hein. Voilà, donc c'est assez important. Et vos balances, parfois, quand vous avez l'impression... Parce que vos balances, si jamais vous les stockez, vous les rangez chez vous, pas droites, avec du poids dessus... et ben là, elles peuvent se dérégler et vous prenez une plaquette de bon beurre normand et vous vérifiez que c'est bien ce qui a indiqué sur le poids. Comme ça, vous vérifiez que votre balance pèse correctement parce qu'il se peut que parfois elle puisse se dérégler. Ouais. Donc là, vous voyez, tout doucement, comme j'ai une petite quantité, simplement la casserole, j'avais pas rééteint, j'ai laissé cuire tranquillement. Là, on va voir que les bulles vont commencer au-dessus à s'enlever. Et on va voir simplement que ça va épaissir légèrement. Donc on attend que ça s'épaississe légèrement pour le retirer du feu. Mais pas de panique. Si vous le cuisez un tout petit peu trop... Alors attention, parce que l'omelette, non. Hein. Ça va être terrible. Alors voilà, vaut mieux sous-cuire un peu que trop cuire. Parce que le goût d'omelette avec le chocolat, en général, c'est pas terrible. Et ça, si ça cuit trop, ce qui va se passer, c'est ce goût d'omelette. Là, si c'est un peu sous-cuit, c'est pas grave. Parce que c'est le chocolat qui va donner la vraie texture. Donc voilà. Donc là, ça chauffe tranquillement. Oui. Et puis là, vous voyez, c'est bien nappant. Et au fur et à mesure de le faire au début, vous n'allez pas être sûr de vous. Et plus vous allez le faire, plus vous allez trouver vos propres petites astuces. Moi, je sais que j'ai une petite astuce, c'est que quand je mélange, je suis une bulle. Donc, je fais un tourbillon. Je ne sais pas si on voit. Ouais. Je fais un tourbillon et je suis une bulle. Et si ma bulle, elle fait un quart de tour, ça veut dire que ma crème anglaise est cuite. Mais ça, c'est mon repère à moi. Vous pouvez regarder les bulles, mais quand vous faites un beau tourbillon, vous suivez une bulle, et si elle fait un quart de tour quand vous arrêtez de mélanger, en général, c'est que c'est à 82 degrés. Ah, c'est une bonne astuce. Voilà. Bon, là, on est à peu près à 82. On voit que le fond de la casserole est bien nappante. Voilà, là, on voit, là. C'est bien nappant. Et donc là, on peut verser. Et là... On verse chaud sur le chocolat ou... Exactement. Ouais. On va verser simplement, déjà, pour commencer, on va verser à hauteur. Est-ce qu'on doit faire fondre le chocolat ? C'est pas nécessaire. Non, parce que là, en quantité, il y a assez. Pardon. Voilà, en quantité, il y a assez. Alors, ça dépend. Si vous faites une mousse, etc., si vous avez peur que ça fonde pas, vaut mieux le fondre. Ici, il n'y a pas besoin, normalement. Donc, mon chocolat soit trop froid. Et là, je vais me contredire, vous allez voir. Parce que comme il sort du frigo, que j'ai pas l'habitude qu'il sorte du frigo, peut-être que... Donc là, on le laisse tranquillement. En fait, là, je le laisse reprendre en température. Et à ce moment-là, comme ça, je peux peut-être réchauffer un peu, légèrement. Comme ça, je m'assure que ça va fondre. Tout doucement. Faut pas que je fasse une omelette. Hein. Très important, pas d'omelette. On voit l'omelette quand il y a des grumeaux qui commencent à apparaître ? C'est ça. Et donc là, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir... Je vais mettre un petit peu de bain-marie. Comme ça, on s'assure. Vous voyez, si ça arrive chez vous, votre chocolat est trop froid... Et on met un tout petit peu au bain-marie. Donc le bain-marie, l'eau, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. C'est vraiment, il faut juste que ça... C'est pas obligé de tremper. On peut avoir simplement... bon, là, ça trempe, parce que c'est la forme de mon cul de poule par rapport à ma casserole. Mais un bain-marie, vous pouvez simplement avoir la vapeur d'eau qui touche votre bol. Vous n'avez pas besoin de remplir. Hein. Et vous l'ajoutez en plusieurs fois, le mélange ? Alors, toujours le mélange chaud en plusieurs fois. Là, je vais vous montrer ce que ça doit faire comme température normalement si mon chocolat était tempéré. Là, le truc, c'est que j'ai tout rangé au frigo. Donc, mon chocolat, évidemment, a une température beaucoup plus froide que ce que j'ai habituellement. Mais c'est pas grave. Quand on connaît les... Et donc là, vous voyez, je mélange. Et là, on commence à avoir quelque chose de presque fondu. Et une fois que là, j'ai une bonne élasticité, en fait, ça s'appelle le noyau élastique. Le noyau élastique, c'est un peu comme une mayonnaise. C'est l'émulsion qui commence à se former.
Et en fait, l'émulsion, c'est ça qui va donner l'onctuosité à votre crémeux, à votre mousse, le fondant. Si vous n'arrivez... En fait, l'émulsion, elle se passe maintenant. C'est là où on va donner l'élasticité au crémeux. C'est là où ça va commencer à être bon. Et c'est ce qu'il ne faut pas louper. C'est très important. C'est-à-dire, c'est quoi qu'il faut faire pour justement... il faut mélanger au centre, surtout, pour garder cette élasticité au centre. Et ensuite, on va venir... Je vais rajouter un petit peu de... Vous le versez en 3 fois, 2 fois ou peu importe? 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois. C'est important pour la recette, ça. Oui, jamais en une fois, sinon vous ne pouvez pas faire votre noyau élastique. Regardez, ici, là, j'ai mon élasticité de base et maintenant je vais mélanger par le milieu, uniquement par le milieu pour garder cette élasticité. Et après, mon mélange liquide va venir s'incorporer de lui-même délicatement au centre. C'est vraiment comme une mayonnaise, il faut en prendre très très soin, il ne faut pas perdre cette élasticité, donc c'est toujours par le centre. Donc on ne mélange pas avec la maryse grossièrement comme ça, non? Non. Jamais. Avec la maryse, on pourrait, là j'ai pris une cuillère parce que c'était plus adapté par rapport à la taille de la maryse, mais là on a vraiment une belle élasticité, on commence à avoir une brillance. Ouais, on la voit. Voilà. On la voit quand même à l'écran. Et là après, une fois qu'on a eu cette brillance, on peut racler le fond et on y retourne. Et toujours par le milieu. Et on donne des tours comme ça, on mélange pas n'importe comment, on donne des petits, on mélange. C'est important d'avoir des petits mouvements donc quand on mélange. Exactement, et on n'incorpore pas d'air, le moins d'air possible, parce qu'après au moment du pochage, si jamais il y a trop d'air, et ça va nous faire des petites bulles, et en plus ça va embêter un peu notre émulsion, elle va se faire moins facilement. Alors c'est pas très grave. Quand on mélange, il faut retenir qu'il ne faut pas qu'il y ait de bulles. Oui. Pour pas incorporer de l'air. Exactement. Et là, à partir de ce moment-là, on a une belle émulsion. Et après, ce que je vous conseille, c'est de prendre un mixeur plongeur et de mixer sans incorporer d'air. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le mixeur plongeur? C'est que souvent, ça fait une cloche. Donc, il va y avoir une bulle d'air dedans. Et après, quand vous allez mixer, ça va mixer de l'air partout. Donc, en fait, pour pas avoir d'air, vous enlevez l'air de la cloche. Déjà, vous rentrez le mixeur plongeur comme ça. Vous secouez un petit peu pour faire enlever la bubule. Quand vous avez vu la bubule sortir, vous pouvez mettre votre mixeur, voilà. Et vous vérifiez qu'il n'y a pas de bulle d'air en dessous de votre mixeur plongeur. C'est la petite astuce pour éviter l'air. Oui, c'est très important. Et ça, je le dis constamment à mes équipes aussi. Tous les matins, je les embête avec... Ils ne comprennent pas pourquoi je suis aussi maniaque avec le crémeux et avec l'émulsion. Mais c'est très, 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 très important. Et ça, c'est à chaque fois que vous faites des mousses ou des crémeux ou des ganaches montées, il faut cette émulsion-là. C'est très important. J'espère que vous l'avez bien noté. Parce que pour les mousses, c'est pareil. Quand vous faites des bases de mousse à base de crème anglaise, il faut faire ça, il faut le mixer, etc. C'est ça qui va rendre votre mousse bonne. C'est des températures. Le ratio temps-température, c'est le plus important en pâtisserie. Ensuite, ça, évidemment, c'est film et contact et au froid pendant environ 6 heures pour être sûr qu'il y ait une bonne cristallisation du chocolat. Et on évite de le mettre au congélateur pour aller plus vite. OK ? Si jamais on n'a pas le choix, OK. Mais on fait congélateur un petit peu, frigo, congélateur, frigo. Il ne faut pas que... Le chocolat, il a besoin de cristalliser doucement. La pâtisserie a besoin de prendre son temps. On l'aime, on anticipe. Et alors, est-ce qu'on peut le mettre dans un entremets, par exemple, ce crémeux? Alors oui, tout à fait. Ça va très très bien avec des entremets. Et d'ailleurs, cette recette de crémeux-là, moi, je vous invite, à chaque fois que vous faites un gâteau, à la retravailler. Vous pouvez le mettre plus ou moins de sucre, vous pouvez choisir votre chocolat, vous pouvez changer même du lait avec, pourquoi pas, une purée de fruits. Et en fait, toutes les recettes que vous avez, vos recettes de base, moi, je vous invite vraiment à les retravailler en fonction de votre gâteau, en fonction de votre entremets. Parce que l'équilibre d'un gâteau, c'est pas simplement, quand vous créez quelque chose, c'est pas simplement mettre des recettes les unes avec les autres. C'est pour commencer, vous mettez des recettes. Après, vous goûtez. Vous dites, il manque un peu d'acidité, j'aimerais bien un petit peu moins de sucre, un petit peu plus de torréfié, etc. Et c'est là où vous allez vraiment créer. C'est à partir du moment où vous allez ajuster toutes les recettes. Et vous allez créer vos propres recettes au fur et à mesure. Pour que votre gâteau soit équilibré en termes de sucre, en termes de croustillant, en termes de sel. Alors là, on est revenu au crumble. Voilà, donc le crumble, on a une très belle texture de crumble. Je sais pas on a le temps encore. On est large. Non, j'ai du mal à j'ai pas envie. Faudra me dire parce que moi sinon je peux durer longtemps comme ça. On a beaucoup de temps encore apparemment. Magnifique. On me dit. Du coup, je vais prendre mon temps. Je vais tout bien vous expliquer. J'adore quand j'ai le temps. Trop bien. On est large. Et je suis ravie. J'aime bien avoir le temps, vous expliquer plein de trucs. Comme ça, on n'est pas dans la précipitation, donc c'est parfait. Ouais, j'adore. Donc, parce qu'après, je vais pouvoir faire des petites bouchées dégustation. Je ne sais pas si j'en ai pour tout le monde, mais on verra si j'ai le temps. Là là.
Qui va pouvoir goûter. Donc le reconstituer, et ça c'est extrêmement important aussi. Pareil, la température. Les températures sont extrêmement importantes. Et il n'y a pas forcément de règles. C'est là où c'est difficile. C'est là où il faut s'entraîner, où il faut recommencer. C'est qu'en fait, il faut le ressentir. Les premières fois, vous allez sûrement rater. Ça va être peut-être pas assez chaud, un peu trop chaud, etc. Et au bout dès que vous avez fait les extrêmes inverses, vous allez trouver à peu près le juste milieu. Si c'est trop chaud, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va faire un peu comme ça. J'ai exactement l'erreur qui... Je pense que c'est pour ça qu'ils me les ont mis, c'est qu'ils les ont mis les faire trop chaud. Et du coup, c'est un peu trop tassé. Quand c'est trop tassé comme ça va être trop dur à manger avec la cuillère. Vous voyez ? Là, c'est trop tassé. Ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et là, ils m'en ont mis des belles, ils savent. Ce qu'il faut faire. Vous voyez ? Il n'y a pas de morceaux de chocolat. Il y a presque des trous. On voit presque, je ne sais pas si on peut voir. Là, on voit un peu de trou entre. Je ne sais pas si on voit un trou. On voit un petit peu, ouais, voilà. Et en fait, il ne faut pas que ça fasse une plaque lisse de chocolat en dessous. Bah non, sinon c'est trop dur. Là, on le voit. Et je pense qu'en fait, ils m'ont mis les chutes de. C'est très bien, comme ça on voit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et en fait, ça arrive, parce que quand on en fait surtout en grosse quantité, le début va être un peu plus chaud. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on peut même prendre un sèche-cheveux pour le réchauffer légèrement, si jamais on voit que c'est trop froid. Voilà, donc on a nous, on a des décapeurs exprès, décapeurs thermiques, etc. Mais sèche-cheveux à la maison, ça marche très très bien. Alors la prochaine étape, qu'est-ce que c'est ? Une fois qu'on a fait fondre notre crumble, la prochaine étape, on va l'étaler. Et moi, je vais vous en remettre à fondre, parce que je vais quand même pas vous donner des trucs trop tassés. Pour goûter. Vous l'étalez dans un moule ou juste comme ça ? Ouais, je vais l'étaler dans un cercle à tarte, simplement. Dans un cercle à tarte, ok. Et après, on fera aussi des petites noix de pécan caramélisées, vu qu'on a le temps, ça va être génial. On n'en doute pas. Alors, celle-ci, elle est pas bien. Ouais. Celle-ci, elle est pas terrible. À moitié. Ouais. Celle-ci, elle est pas bien. Et c'est là où l'exigence, finalement, tous les jours au quotidien de l'artisanat est extrêmement important. Parce qu'on pourrait dire, il n'y a pas une température, mais c'est juste l'œil de l'artisan qui va faire que c'est bon tous les jours. Et c'est chacun doit y mettre l'énergie pour que ce soit bon tout le temps. Et quand on a une équipe de 20-25 personnes, maintenant presque, enfin beaucoup plus, il faut être avec eux tout le temps pour leur montrer ça. Et pour leur transmettre cette passion qui font qu'ils ont envie de faire une bonne tarte. Mais justement, vous avez une pâtisserie en ligne. Oui. Et vous allez bientôt ouvrir une nouvelle. Oui, alors Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr. Alors, je vais prendre une petite plaque avec mon cercle. Est-ce qu'on a une plaque ou quelque chose avec une feuille, peut-être Une plaque... Plaque de cuisson, quelque chose. Sinon, je vais juste vous montrer. Est-ce qu'il y a une plaque de cuisson ? Ou une feuille, peut-être si vous avez une feuille de cuisson. Une feuille de cuisson, simplement, sinon. Sans plaque, je vais le faire directement là-dessus, parce que c'est juste pour montrer. Un cercle comme ça, simplement, hein. Et c'est bien quand il est vide en dessous, comme ça, en fait, c'est juste pour former notre crumble. Je vais juste attendre la feuille de cuisson. En attendant, alors La Rochelle. Alors, je vais expliquer déjà un peu Paris. La Rochelle. Donc, Paris. Paris, on a ouvert en ligne en 2020. Et au départ, on ne savait pas trop quelle taille on voulait faire. On ne savait pas... Alors, avec mon mari, je dis « on ». Parce que, heureusement qu'il m'a aidé au début. En fait, en 2020, après le Covid, je faisais beaucoup de conseils internationaux et là, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, j'avais envie de faire des gâteaux, j'avais envie d'avoir mes clients et de faire des beaux gâteaux, simplement. Mais, est-ce qu'on allait faire grand ? Est-ce qu'on allait faire petit ? Je voulais faire des bons gâteaux et je trouvais que, du coup, quand on commence à faire des bons gâteaux, c'est vite cher, il faut vendre cher, etc. Et est-ce que les clients vont accepter d'acheter aussi cher ? Et en fait, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux maîtriser ? La perte. Merci. Et si j'enlève la perte, déjà, économiquement parlant, c'est plus intéressant. J'évite de jeter toutes les bonnes matières premières que j'achète à mes super producteurs qui n'ont pas du tout envie de mettre ce qu'ils ont produit aussi à la poubelle, et moi non plus. Et mon travail au quotidien, parce qu'avant on n'avait pas beaucoup de salariés, et à la poubelle. Et donc simplement, on a décidé de se dire, c'est pas grave si on n'en fait pas beaucoup, mais au moins, on va prévendre, et donc les gens vont acheter leur gâteau
Ensuite, nous, on aura l'argent du coup pour acheter les matières premières. Et du coup, ça va se faire très simplement. On va faire les gâteaux que les gens auront déjà achetés. Et après, j'irai les donner moi-même. J'ai pas besoin de vendeur ou quoi que ce soit aux clients. Et je faisais ça dans les restaurants de mes amis à l'époque. Voilà. Comme c'était un petit peu, ils n'étaient pas ouverts tout le temps. Et c'était bien parce qu'on partageait notre clientèle aussi. Et donc, on a commencé comme ça il y a 4-5 ans. Ouais, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, et au bout de 6 mois, en fait, déjà les galettes, moi je comptais en faire 50, j'avais pas de laminoir, j'avais pas de batteur, je comptais tout faire à la main. Et en fait, bon. Mais ouais, mais je m'attendais pas à en faire beaucoup, moi. Je me suis dit, ça faisait 4 ans que je travaillais mon feuilletage. Je m'entraînais pour un concours, etc. Je faisais du feuilletage tous les jours à la main, je maîtrisais vraiment bien le feuilletage. Et donc, désolée, j'ai pas anticipé. Voilà, donc là, regardez, je fais en même temps, je parle. Et donc là, j'étale mon petit crumble. Et surtout, j'appuie pas trop. Je l'écrase pas. En fait, il va figer tout seul après au frigo. Exactement. Et après, je le mets au frigo. Là, on peut le mettre au congélateur. Le congélateur n'altérera en rien notre... J'étale juste un peu pour pouvoir le pocher, mais c'est tout. Et je le laisse comme ça, très aérien. Comme ça, quand on va le couper, ça va faire crunch. Crunch. C'est parfait. Et là, faut pas étaler plus. Maintenant, faut le mettre au frigo. Vous voyez, c'est vraiment délicat. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas lisse. Non, surtout pas. Parce que dès qu'on va l'écraser, on va. Parfois, ce qui est beau, ce qui est visuellement parfait, n'est pas forcément gustativement parfait. Je pense qu'il vaut mieux mettre le gustativement parfait et ensuite le visuel, ce sera à nous de l'adapter. C'est là où ça va prendre vie, parce qu'on va devoir adapter notre pochage à une certaine irrégularité. Ça veut dire qu'il va falloir avoir des bons artisans pour le faire, donc il faut bien les former. Et après, ils seront encore plus fiers, ce sera beau, ce sera bon, et on ne verra pas cette irrégularité, parce qu'en fait, il sera arrangé par la main de l'artisan. Après, là où on peut s'amuser sur le pochage. Et donc voilà, à Paris, et puis finalement, ça s'est envolé assez vite. J'ai dû acheter un laminoir, des batteurs, j'ai dû appeler des amis, recruter des gens, etc. Et puis maintenant, on livre tous les jours une dizaine de points de vente à Paris, qui ne sont pas tous à nous, mais on en a 3 à nous. Donc on a notre boutique en ligne qui est une vraie boutique. Les gens précommandent, etc. Et puis ils vont récupérer. Et là, on a des clients qui sont engagés, qui nous suivent, il y a un engagement qui est génial parce que ils savent que pour beaucoup de produits qui demandent beaucoup de temps, il faut s'inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir une semaine ou deux en avance, pour pouvoir acheter une semaine ou deux en avance pour être sûr d'avoir la bonne date qu'on veut au bon moment, etc. Et donc grâce à eux, on a déjà, on peut anticiper ces gros moments, ces gros jours. Et puis après, on a évidemment les boutiques, mais les boutiques, comme on veut toujours pas faire de la perte, ça reste des petits points de vente. Donc on est au printemps du Goût, on est à Issy-les-Moulineaux, dans des halles où il y a beaucoup de gens qui circulent, etc. Et c'est un endroit de partage aussi que j'aime beaucoup, ces endroits ouverts finalement, où il n'y a pas que nos clients, mais on peut se faire connaître des autres aussi. Et on peut rencontrer des gens. Et puis après, voilà, des hôtels, des restaurants, etc. Et maintenant, cette année, la nouveauté, c'est que... alors je vais rester assez vague parce que je n'ai pas encore les dates, etc. Mais je réalise enfin mon rêve. Ça fait plusieurs années qu'on est sur le projet. Et je rachète ma boulangerie d'apprentissage à La Rochelle. On peut applaudir. Donc ça fait 10 ans que je suis sur le projet. En fait, au départ, je voulais être boulangère, mais j'ai pas trouvé d'emploi en boulangerie, ni à La Rochelle, ni à Paris. Et j'ai commencé la pâtisserie parce que je me suis dit qu'en pâtisserie, il y avait plus de filles, ça allait être plus simple de rentrer en pâtisserie, peut-être d'être acceptée, parce que je trouvais pas d'emploi. Et que j'allais bien rentrer en pâtisserie dans des boulangeries, j'allais leur montrer que je sais faire du pain et que du coup, j'allais devenir boulangère comme ça. Mais en fait, la pâtisserie m'a plu. Voilà, donc je suis restée en pâtisserie, mais je peux enfin devenir boulangère bientôt. Alors, vous avez eu le titre de meilleur chef du monde l'année dernière et cette année aussi. Oui. Donc on peut aussi l'applaudir. Ça vous fait quoi de recevoir une telle distinction 2 années d'affilée ? Alors, déjà, c'est des distinctions un petit peu différentes les unes des autres. Et après, c'est une grosse responsabilité. Du coup, on est très visible, les gens viennent manger, viennent goûter. Et du coup, on doit porter aussi ces valeurs. Et je dis on parce que moi, je suis une simple représentante de toute la société. Enfin voilà, on est presque 80. Et donc du coup, tout le monde participe à ce travail-là au quotidien. Il n'y a pas que moi.
Et puis, voilà, on doit mettre en lumière nos belles valeurs. On doit transmettre, on doit partager, on doit sourcer des bons produits, on doit essayer d'être, comme on est visible, on doit essayer de montrer un peu, je ne vais pas dire l'exemple parce que ce serait, mais en tout cas, d'essayer de faire au mieux. Et puis c'est surtout une des très belles reconnaissances qui nous donne un bon gros coup de bonnes énergies à toute l'équipe et à nous pour faire tous les jours encore mieux, tous les jours avec le sourire et garder et continuer à faire ce qu'on faisait avant finalement, mais juste avec encore plus de bonnes énergies. Voilà. J'imagine. Là, dans le public, il y a sûrement des amateurs, des professionnels. Quels conseils vous donneriez à ceux qui veulent exceller comme vous ? Alors, notre travail, c'est un travail du quotidien. Je pense qu'il faut continuer. Je pense que si on garde cette passion, qu'on va tous les jours avec la bonne humeur au travail, qu'on arrive à trouver, même dans les choses au départ qu'on n'aime pas, qu'on arrive à apprendre à aimer les choses qu'on fait au quotidien. Et ça, c'est simplement, ça sort de nous, je pense. Moi, il y a des choses, en tant que chef d'entreprise, maintenant, je dois apprendre plein de métiers qui, au départ, je ne pensais pas aimer. Et j'aime. Maintenant, je suis RH, j'adore. Alors, la comptabilité, attention, mais il faut bien que je comprenne les chiffres. Donc, je me mets quand même dans des tableaux Excel, etc. Et j'aime bien. Et puis, il y a plein de choses comme ça où c'est des métiers que j'apprends à aimer. Parce que comment on aime quelque chose, c'est quand on se sent compétent. Et finalement, au départ, on ne se sent pas compétent. Mais il faut apprendre petit à petit. Et tous les jours, il faut voir le pas qu'on a fait en plus. Il faut être fier de soi. Il faut se dire aussi, voilà, aujourd'hui, c'était une journée un peu difficile. Mais j'ai appris plein de choses. Et demain, les petits échecs que j'ai traversés aujourd'hui vont me servir pour que demain, je sache comment peut-être ne pas les reproduire. Ou je sache que ce n'est pas facile et trouver un moyen de trouver ma solution. Et je pense que c'est là où on garde cette passion. C'est que quand on est fier de soi à la fin de la journée, on a appris des choses, on est en évolution et on rentre chez soi avec le sourire. Et je trouve que cette fatigue-là, finalement, elle est tellement plus simple. Et c'est pas les heures de la journée qui fatiguent, c'est l'énergie qu'on met dans les heures de la journée. Et c'est vrai que pour nous, c'est très, très important. Et qu'est-ce qu'on essaye d'apporter tous les jours au quotidien ? C'est des sourires, c'est de la bonne humeur, c'est du bonheur. C'est qu'à chaque fois qu'on a des problèmes, parce qu'il y en a toute la journée des problèmes, à chaque heure, à chaque minute, on va rencontrer un problème. Et c'est l'avantage, c'est que chaque minute, on a l'occasion d'avoir une petite victoire, de pouvoir solutionner ce problème, de pouvoir trouver une solution et d'être fier de soi, d'avoir résolu ce petit problème qui s'est présenté. Et chaque personne de l'équipe peut être la solution à ce problème. Et c'est là où finalement les choses sont simples. Et voilà. Merci Nina pour ces mots, vraiment. Non, ça j'ai juste remis parce que comme ça je vais donner à déguster après. Et maintenant on va faire les petites noix de pécan caramélisées. C'est parti pour les petites noix de pécan. Alors, ça je vais continuer à faire mon petit bain-marie. Parce que j'ai quand même un petit peu de... Je vais juste chauffer assez fort. On sent la passion chez vous, Nina. Ah oui. Ça se voit, ça se ressent, ça se vit en fait. Ouais, mais après la passion, c'est que la passion, je pense que le plus important, c'est les gens qui nous entourent. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit nos collaborateurs, etc. C'est cette bonne énergie qu'on partage. Parce qu'on a tous des moments dans la journée où on va être fatigué, on va pas être bien, on va être de mauvaise humeur. S'il y a quelqu'un à côté qui nous dit « Ouh !» je t'envoie de la bonne humeur en fait. C'est pour ça qu'il y a mes 2 cousines qui m'accompagnent de partout, je précise. Et c'est ça, et on a besoin des gens qui nous entourent tout seul. C'est pas facile en fait, c'est dommage. Tout seul, on se priverait de beaucoup de belles choses. C'est toujours plus facile à plusieurs, ouais. Quand on est soutenu. C'est surtout qu'on a le droit parfois d'être de mauvaise humeur, on a le droit à tout ça, mais les autres sont là pour nous rappeler que finalement il n'y a pas besoin d'être de mauvaise humeur. Exactement. Alors, on peut rater aussi. Et on peut rater. Surtout dans la pâtisserie, c'est ça. De toute façon, j'ai envie de vous dire que vous raterez, qu'on rate souvent. En plus, si vous voulez faire de la création ou des choses comme ça, vous allez rater 70 fois pour en réussir une. Enfin, à peu près. Nous, en création, dans notre post-création, Alicia, qui est la responsable création, la pauvre, à la fin de la journée, parfois, elle a eu que des échecs. Mais il y a des jours où ça va réussir, et c'est là où c'est beau. C'est qu'en fait, comment elle a... et je sais que moi, mes post-créations ont été les plus durs émotionnellement parlant, parce qu'en fait, on rate toute la journée avant de réussir quelque chose. Mais si on n'a pas raté 70 fois, on ne sait pas comment créer. Parce que si on réussit tout de suite, j'ai envie de dire, on n'a pas créé. On a juste reproduit quelque chose qu'on connaissait. On a réadapté.
Mais une vraie création, quelque chose qui sort de nos tripes, quelque chose qui a été difficile, c'est souvent un peu pas si facile que ça. Alors, vous avez mis combien de temps pour imaginer cette recette ? Alors, on la retravaille un peu tous les jours. Celle-là, en fait, c'est un peu une recette d'il y a très longtemps qu'on a fait au fur et à mesure. Je peux pas vous dire parce que je suis même pas sûre que... En fait, elle s'est faite au fur et à mesure du temps. Je crois qu'au départ, le reconstituer. Ensuite, on travaille les cacaos, toutes les matières premières qu'on retravaille tout le temps, qu'on essaye d'ajuster. On l'ajuste tout le temps, constamment. Mais je parle plutôt de toutes les créations de Noël, etc. Ah bah c'est gentil, merci. Les créations de Noël, les bûches, les galettes, où là, ça demande... là, c'est un peu comme comment dire du travail de quotidien un petit peu, c'est-à-dire à chaque fois vous retravaillez, vous ajustez. La bûche et la bûche et la galette, c'est un peu comme c'est le moment où on peut s'amuser, où il faut être créatif, où on va être visible, ou même pour les équipes, ils vont être contents. Il faut apporter aussi aux équipes ces nouveautés qu'ils ont envie de travailler, où ils ont envie d'apprendre, où ils ont envie d'être fiers de faire... voilà. Et c'est vrai que pour nous, les bûches et les galettes, c'est un moment assez important. Est-ce que je peux enlever l'eau quelque part ? Peut-être. Sinon, celle-ci, ouais. Voilà. Alors là, c'est quoi la prochaine étape ? Donc, on a fait notre crumble, on a fait notre crémeux. Donc maintenant, on va faire nos noix de pécan caramélisées. Exactement. Et par quoi on commence ? Alors, on va commencer par le sirop. Et donc là, c'est très, très simple. Et est-ce qu'il y a un peu de sopalin aussi ou de papier absorbant ? Non ? Bon, c'est pas grave, sinon on va faire comme ça. Oui, torchon, c'est parfait. Merci. Alors, très très simple. Il faut le faire soi-même. Ou alors il faut acheter chez de bons artisans qui le font bien. Parce qu'il y en a plein qui le font très bien, ces choses-là aussi. Mais très très simple, mais pas si simple en fait. C'est ça qui est... Simplement de l'eau, du sucre. Hein. Vous avez mis quelle quantité ? Alors, là, il faut mettre en général... moi, ce que je fais, c'est que je mets un tiers ou un quart de sucre, un tiers ou un quart d'eau par rapport au sucre. Okay. Pour avoir un caramel... voilà. De toute façon, l'eau va s'évaporer. Donc, on met un quart, un tiers, etc. On va avoir... Ça n'a pas avoir beaucoup d'impact. Ensuite, là, on va laisser bouillir. On va attendre que ça fonde. On va laisser bouillir. Et après, j'ai mes petites noix de pécan. Il y a une température à respecter ou pas ? Non. Là, on va dire 110 degrés. Mais moi, quand ça bout, j'attends l'ébullition et j'attends 30 secondes. Les températures, en fait, j'ai envie de vous dire, apprenez à les ressentir. On a quand même beaucoup de... Surtout quand on fait chez soi. Parfois, on se focalise trop. En fait, la température, ça peut être une aide. Là, je vais les mettre maintenant. Vous voyez, c'est un sirop, c'est pas encore caramélisé. Je les mets. Il ne faut pas attendre que ce soit caramélisé avant de les mettre. Sinon, on ne pourra plus les sabler. Ce qui est important, c'est de sabler. Je vais te mettre un petit peu plus, là. Ça veut dire quoi, sabler, pour ceux qui connaissent pas dans la salle ? Sabler, il va falloir que ce sirop englobe la noix de pécan. Et ensuite, ça va masser. Vous voyez les caramels qui ratent là. Il y a ça devient tout blanc sableux. Et bien, c'est ça. C'est qu'on va commencer. Et en fait, le sablage, ça va nous apporter après la caramélisation. Parce que ça va caraméliser petit à petit. Donc, ça veut dire aussi que votre caramel, s'il est un peu massé, etc., vous pouvez quand même le récupérer. Pas toujours. Ça dépend à quel point. Mais normalement, pas pour un sucre cuit. Si vous voulez faire un sucre cuit et qu'il a massé, vous ne pourrez pas le récupérer. Mais un sucre massé peut quand même caraméliser. Donc s'il commence à masser, tentez-le. Vous perdrez quelques minutes, mais au pire, si vous n'y arrivez pas, mais tentez-le sur feu doux, vous le laissez caraméliser doucement. Normalement, ça finira par caraméliser quand même. Et là, on va le laisser tranquillement sur feu doux. Et on mélange toujours. On continue à mélanger. Ouais. Et après, je sais pas, j'ai pas de petit beurre. Bon, c'est pas... On peut rajouter une petite pointe de beurre, c'est ça ? Oui, on peut rajouter une petite pointe de beurre et une petite pointe de sel. Voilà. Et puis même si vous voulez faire des noisettes comme ça pour l'apéro, vous pouvez aussi mettre des petits romarins et tout. Moi j'aime bien, hein, j'en fais souvent. Et ça, vous le gardez très longtemps en plus. Vous le mettez dans une boîte hermétique à l'abri de l'humidité et vous le gardez très longtemps, vous vous en servez. Et ça c'est pareil, vous pouvez le mixer, vous en faites du praliné. En fait, ces petits fruits caramélisés, c'est quand même très très utile. Les noix de pécan, c'est toujours ce qui est un peu plus difficile. Ça va se casser plus facilement que des noisettes ou des amandes. Donc là, ça a sablé, c'est ça ? Voilà, là ça a sablé.
Et là, ça commence tout doucement à caraméliser. Et s'il y a quelque chose aussi de très très important, attention, je ne veux absolument plus voir de fruits secs qu'on torréfie à la poêle. Ok, c'est terminé ça. Et on ne torréfie pas à 180 degrés non plus. On torréfie à 140 pendant 40 minutes. Voilà, comme ça vous allez avoir un fruit sec qui va bien être torréfié à l'intérieur et pas que à l'extérieur, parce que comme ça on récupère aussi le goût de l'intérieur. Ce serait dommage d'acheter des très bonnes noisettes et de pas en profiter jusqu'à l'intérieur du fruit. Alors ça sent super bon, je sais pas si vous sentez d'ici, mais alors là il faut que moi qui suis à côté, là j'ai déjà envie d'en là ça manger. pique un peu les yeux. Là c'est là où il faut pas s'arrêter. Là on croirait que c'est trop, que ça commence à brûler et tout, mais pas du tout. C'est normal, le caramel est en train de se faire, c'est pas brûlé, c'est pas encore amer. Il faut continuer un petit peu. Vous voyez, je le sors du feu. Donc au moment où ça a sablé, on enlève la casserole du feu. Alors non, il faut continuer à caraméliser au moment où ça a sablé, on mélange. Au départ, si vous avez un peu peur, vous mettez vraiment sur feu doux, ce sera juste plus long. Sinon, vous jouez un peu avec la puissance. Vous jouez un peu avec la puissance. Et moi, je mets, j'enlève. Comme ça, je maîtrise la température et ça brûle pas. Parce que le caramel, déjà par lui-même, il va réchauffer le caramel à côté. Enfin, il faut me dire combien de temps j'ai après, parce qu'après, je dois passer au pochage quand même. Ok, super. 15 minutes à peu près. D'accord, bah on va... Et après les dégustations. Super. Voilà, et là on commence à être pas mal, vous voyez, là j'ai plus de sablé dessus, j'ai plus de petits morceaux sablés. Est-ce qu'on a encore une feuille ou pas, où je l'ai mis où? Ah, magnifique. Je veux bien que tu me l'étendes là-dessus. Merci. Voilà. Et là, un petit morceau de beurre, on aurait pu, ça sera très bien aussi, mais comme ça, ça va. Alors le beurre, ce qui pourrait être dangereux avec le beurre, c'est que ça va rancir. Donc si vous voulez les conserver plus longtemps ou faire du praliné, évitez de mettre du beurre. Ça peut avoir tendance à rancir plus rapidement qu'autre chose. Là, il faudrait peut-être mettre un petit peu d'eau pour que je l'arrête de le cuire. C'est possible de me tenir ça? Merci, attention à pas de brûler. Juste que j'arrête la cuisson. Voilà. La technique pour laver sa casserole, c'est ça. C'est ça. Parce que vous avez sûrement tous galéré au moins une fois, je suis sûre, avec le caramel qui colle au fond des casseroles. Mais en fait, le caramel, il faut juste attendre. Hein. On attend, c'est bon. Et là, on peut se brûler un peu les doigts pour essayer de l'aider, voilà, les défaire ensemble. Et donc, vous les laissez refroidir après, et elles sont prêtes? Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'un petit peu de sel aurait pu être pas mal. La fleur de sel ou du sel normal? La fleur de sel, ça peut être bien. Sel. Je suis une fan de fleur de sel. Toujours un peu plus de gourmandise avec la fleur de voilà. sel. Ok. Et après, on peut les séparer. Alors ça, c'est le truc, toujours dans les restaurants, juste avant le service, souvent, c'est ce qu'on fait. On les sépare toutes comme ça, un par un. On se brûle les doigts en discutant. C'est sympa. C'est nos petites habitudes de restaurateurs. Voilà. Ça, je vais le mettre dessus. On va les garder pour les... Magnifique. Et maintenant, on va passer au pochage. Bon, je vais essayer de ranger tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez pocher? On va pocher la grande tarte pour commencer. Hop. Oula. Merci. On va mettre ça là-dedans. Ok, ça. Et là, est-ce que je poche en Saint-Honoré ou en douille unie? Est-ce que je vous fais la vraie tarte choco qu'on fait nous, en douille unie? Ou est-ce que je vous montre un autre pochage? Ah, comme vous voulez. Saint-Honoré, ok, d'accord. Ah, voilà. Le choix a été fait. C'est parfait. Je vais juste essayer d'organiser un petit peu plus mon parce qu'on n'est pas large en espace. Là, je vais essayer de mettre ça là, voilà. Super. Il faut toujours travailler sur un poste rangé. Si je vous montre pas moi-même l'exemple, ça va pas aller. Donc, surtout quand on passe au pochage et qu'on a envie de s'amuser un petit peu. Et là, il faut... Je vais mettre ça ici. Voilà. Ça là... Le pochage qui est l'élément clé visuellement. Bah, en fait, on s'est donné tellement d'énergie à bien cuire notre sablé, à faire un beau crémeux, à faire des belles pécans caramélisés, même des décors chocolat, etc. Et du coup, le pochage, c'est vraiment la fin où on va voir l'énergie qu'on a mis dedans. C'est-à-dire que le dressage, c'est pas grave si c'est pas très beau, parce que si le goût est là, eh ben, ce sera génial. C'est d'abord le goût, parce que si on a un très très beau dessert et qu'à la fin, c'est pas terrible en termes de dégustation, on est très déçu. Et là, faut pas. Il vaut mieux un dessert qui soit un peu moins joli, mais qui soit très bon.
que l'inverse, parce qu'on risque d'être déçu. Et le pochage, ça va être à la fin, le pochage ou la décoration, ça va refléter l'attention que vous avez mis à l'intérieur de votre gâteau. Donc, si vous pouvez faire un dessert beau et bon, c'est mieux. Voilà. On mange avec les yeux d'abord. Hein. Oui, et puis le dessert, c'est quelque chose qu'on apporte, c'est comme un cadeau, c'est assez... c'est important. C'est le moment où on peut en prendre soin, on peut faire attention. C'est pas toujours évident de faire d'un plat salé quelque chose de très beau. Par contre, le dessert, c'est vraiment, on le met sur la table, on est fier de l'avoir fait soi-même, on l'apporte, on l'offre. Moi, il y a ce côté vraiment cadeau que j'aime beaucoup avec la pâtisserie. Alors ça, c'est quoi? C'est notre crémeux? Voilà, ça c'est mon crémeux au chocolat qui a bien refroidi. Et c'est ça que vous allez pocher? Exactement. Donc la texture est vraiment pas crémeuse. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a des ciseaux? Je sais pas s'il y a des ciseaux. Pas sûr, mais sinon un couteau. Hein. Ça aurait été pas mal avec des ciseaux, mais pas pensé à demander. Alors on va essayer avec le couteau. On a des couteaux qui coupent bien. Donc, attention, concentrez-vous très très bien. Je n'ai pas de poche à douille. Je n'ai pas de douille Saint-Honoré. Vous avez vu. C'est pas grave, je vais couper. Pas de panique, je suis au courant. Donc, on va couper d'abord de façon droite. Pas trop au début. Voilà, je coupe droit. Et ensuite, là, j'ai ma petite oreille. Donc, l'oreille, on va l'enlever. Parce qu'à chaque fois, elle nous embête, l'oreille. Pas évident. Je sais pas si vous voyez, c'est pas évident à la caméra, là. Ouais. Donc là, j'ai juste coupé l'oreille. Mais vous voyez, j'ai coupé en biseau. Je vais faire la même chose sans prendre en compte l'oreille. Donc en fait, je vais être au milieu. Est-ce que on voit là, comme ça, voilà. Et en fait, là, au milieu de ça, là, je vais prendre au milieu, là. Et je vais couper en biseau comme ça. Ah oui, là-dessus, peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Et on essaye. Sûrement que c'est trop petit. Mais bon. Je vais recouper un peu plus après. Non, c'est bien. Je commence à avoir un peu l'habitude. Et ensuite, nous, on poche toutes nos tartes citron le matin comme ça, etc. Parce qu'en fait, c'est pas toujours évident d'avoir la douille exactement à la taille qu'on veut. Parce qu'évidemment, quand on fait une petite tarte, on va couper plus petit. Si on fait une grosse tarte, on va couper plus gros. Donc imaginons qu'on fait des tartes de plein de tailles différentes. Ça veut dire qu'on va avoir plein de douilles différentes. Ensuite, elles se perdent, ils me les lavent mal, elles sont écrasées dans la plonge. Vous voyez l'histoire, quoi. Donc, le pochage, attention. On se met toujours à 1 cm à peu près de là où on veut aller. Pas trop près. Est-ce qu'on voit... Là, c'est bien. En fait, l'espace d'un doigt. Voilà. Je mets ma poche perpendiculaire. Je suis pas comme ça et tout. Je suis perpendiculaire. À 1 cm et je touche je mets vraiment à plat, vraiment contre mon sablé. Et ensuite, je ne bouge pas. Je vais commencer à appuyer, j'appuie. Et ensuite, je pars. Je me mets juste à côté. J'appuie. Et ensuite, je pars. Je peux avancer légèrement, mais très, très légèrement pour... Et après... Le pochage, le secret, c'est de s'entraîner. Ah oui. Alors... En fait, le secret, c'est le geste. C'est exactement ce que je vous dis là. C'est l'entraînement, mais déjà, il faut comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Les erreurs classiques. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est très important de voir ce qu'il ne faut pas faire aussi. Très important. Alors, souvent, quand on commence à pocher, ce qu'on fait, c'est qu'on se met directement là sur le bord. Et donc là, si on se met là, ce qui va se passer, c'est qu'après, on fait comme ça. Donc là, je vais avoir un pic ici, c'est pas joli. Et ensuite, après, je vais retirer ma poche trop vite. Souvent, c'est comme ça. Et puis après... Bon, là, ça marchait. Bon. Mais c'est parce que c'est toi, Nina. Mais voilà, faut pas faire comme ça et partir trop vite. Souvent, c'est un peu ce qui se passe. Et du coup, on n'arrive pas trop à diriger. Il faut vraiment se positionner, appuyer. On se positionne, on appuie et après, on part. D'un coup, et on arrête d'appuyer quand on part. Oui, oui. On arrête d'appuyer. Donc... Je me mets là. En fait, c'est difficile pour moi de le faire doucement. Et donc, je me mets un tout petit peu en arrière, comme ça. La petite pointe, elle va aller dessous. Ensuite, j'appuie. Une fois que c'est joli, je pars. Voilà. Après, je vais aller un peu plus vite parce que sinon, on va y passer des heures. Mais... C'est impressionnant quand on la voit faire. Hein.
Bon, on peut l'applaudir, pour le coup, là, c'est... Je sais pas si on voit la caméra, on le voit, c'est très fin. Et en fait, là, j'arrête pas complètement d'appuyer, mais ma pression, elle change dans ma main. Je fais quand même des petits mouvements comme ça. Je fais pas. Et alors aussi, l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire, c'est en mettre trop dans sa poche. Là, je vous ai pas bien montré parce que comme je poche relativement vite, j'ai pas fait attention. Mais normalement, il faut vraiment mettre pas beaucoup parce que si vous avez les mains chaudes, le crémeux, à partir du moment où il est liquide, c'est fini. Il est liquide, faut le mettre au frigo. Vous pouvez le récupérer. Mais vous allez devoir attendre quand même plusieurs heures avant qu'il reprenne en température, vous puissiez le pocher. Donc, au début, quand vous maîtrisez pas trop, prenez des toutes petites poches à douille. Garnissez un tout petit peu votre poche, surtout pas trop. Et vous voyez, je tourne toujours, je poche toujours bien droit, bien en face de moi. Vous faites un peu des petits mouvements circulaires, là. Oui, en fait, pour aller plus vite, je ne m'arrête pas vraiment. Mais normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est s'arrêter et recommencer. Sauf que, évidemment, si je fais ça et que le matin, quand on empoche des centaines et des centaines, on n'est pas sorti de l'auberge après. C'est clair. Alors nous, en plus, moi souvent le matin, j'aime bien, dès que je suis à Paris, je suis quand même avec mes équipes de 4h à 8h du matin parce que c'est le moment que je préfère dans la journée, c'est la fournée. Et on a ce truc du pochage où évidemment, on fait participer tout le monde parce que c'est vraiment quand même très agréable de pocher. Mais y a les pocheurs, quand il y a des grosses fournées, on n'a pas le temps de faire pocher tout le monde parce que mine de rien, il faut aller vite, donc il faut gagner en rapidité. Quand on pourrait être un pocheur professionnel chez nous. Et on a toujours ce petit challenge de combien on empoche à l'heure, etc. Et donc, du coup, ça fait notre petit challenge à chaque fois. Donc, à chaque fois, ils disent « OK, voilà, dans une demi-heure, j'en ai fait tant. » Et après, il faut essayer de le garder. Et ça, c'est le côté... Alors, c'est toujours bien. Et après, vite, par contre. Faut d'abord faire beau. Les moches ne sont pas comptabilisées. Donc, parce qu'elles sont... faut les recommencer de toute façon. Donc... Mais c'est vrai que c'est des petits challenges comme ça de temps qui sont assez sympas. Parce que souvent, c'est quand même très répétitif notre travail. Hein. On fait des montages par 300, 400, etc. C'est pas comme à la maison. Nous, quand on fait du fonçage, on fait du fonçage par centaines. Donc évidemment, il faut avoir des petits challenges pour se motiver au quotidien quand ça fait une demi-heure qu'on fait le même geste. Mais c'est l'avantage aussi, c'est qu'en fait, c'est comme des sportifs de haut niveau. En fait, c'est ce que j'essaie de leur dire, c'est que vous êtes en train d'affiner votre geste, de l'avoir le plus précis, avec un bon geste, avec une bonne organisation. Et en fait, c'est aussi bien le mental que le geste. Parce que garder cette motivation pour chaque tarte pendant 2 heures que vous allez faire, faut l'avoir le mental de faire ça et de le faire toujours aussi vite, aussi mieux et gagner en efficacité et gagner en précision. C'est la rapidité et la précision. Par applaudissement dans le public, qui a déjà fait un pochage comme ça, ou dans le même style? Ah, pas mal quand même, hein. Ça va là. Ouais, je suis sûre qu'il y en a... plein qui vont le refaire chez eux ce soir. Enfin, pas ce soir. Je pense pas. La semaine prochaine. Week-end prochain. Et après, est-ce que tu peux me tourner un petit peu pour... Non, mais c'est bon, je vais le faire. Tiens, hop, regarde. Évidemment, un petit tourne-disque de... Et là, ça prend forme, ça prend vie. Voilà. Et c'est magnifique. Et moi, là, j'ai le crémeux devant moi depuis tout à l'heure. J'ai juste envie de... Ils sont bons, hein. Oui, ils sont bons, on a envie de le goûter. Voilà. Et après, je vais vous faire des petites portions de dégustation, mais tu m'aideras à les faire. Bien sûr. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Nina? Oui, il y en a une. Oui. Et là, très important, un petit cacao poudre. Ouais, j'arrive tout de suite, je finis mon petit cacao poudre. On met le cacao poudre et ensuite j'écoute. Choisissez un beau cacao poudre. Ça, c'est très important. Je veux pas vous savez de quoi on parle. Je veux pas faire de pub pour des gens qui en font du pas très bien, mais vraiment des beaux cacao poudre, pas sucrés et tout. Voilà, c'est important. Toutes les matières premières sont importantes. Voilà. Oui. Bonjour Nina. Bonjour. Quand la réouverture de date pour des masterclass sur ton site? Alors, c'est une bonne question. En fait, on essaye. C'est ma sœur qui gère ça et toutes les semaines, elle me relance, etc. Et en fait, entre les ouvertures, etc., pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas encore me permettre de réouvrir des dates parce que mon agenda est un peu trop rempli pour ça et qu'il faut que je sois présente avec mes équipes. Vraiment, c'est important. Et ça demande beaucoup d'organisation. Parce que mine de rien, on ne se rend pas compte, mais un jour de masterclass, ça nous demande 4 ou 5 jours de travail avant pour préparer la recette. Parce qu'en masterclass, les gens, quand ils viennent,
Ils font leur gâteau du début à la fin. Donc nous, on fait toutes les pesées. Ils font souvent un sablé, un biscuit, un confit, un crémeux, plus du pochage. Tout ça en 4 heures. Donc il faut qu'il y ait des choses qui soient... et ils font tout. Donc il faut que nous, on est durable s'ils ratent quelque chose. Il faut qu'on fasse toutes les pesées. Il faut qu'on ait 4 ou 5 personnes qui soient derrière eux pour les aider, etc. Plus toute l'organisation qui va autour. Donc en fait, on ne se rend pas compte du travail que c'est. Et je ne suis pas sûre de pouvoir, malheureusement, en faire avant l'été, juin, juillet, peut-être. On verra à ce moment-là. Mais je laisse les ouvertures, les bûches, les galettes, Saint-Valentin, Pâques, Fête des Mères, passer. Voilà. Ensuite, petite noix de pécan dessus. Vous pouvez poser des questions en même temps, si jamais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et là où c'est un peu moins joli, on met les noix de pécan. Là, là. Ouais, ça va. Quasiment pas. Voilà. Au milieu aussi. Et puis après, on peut en rajouter plus si on est gourmand. Et après, on a fait des petits décors chocolat aussi que j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais ça, c'est assez simple en fait. C'est simplement. Bon, simplement, c'est pas si simple, mais chocolat tempéré sur un rhodoïde. Et ensuite, juste avant que ça prenne, vous au cutter, vous faites des lignes. Et ensuite, vous prenez votre règle, avec votre cutter et votre règle, vous tracez des lignes. Et après, vous décalez très légèrement, un tout petit peu, un tout petit angle très fin, votre règle pour refaire des lignes dans l'autre sens. Et ensuite, vous l'enroulez. Et ça fait ça. Et quand on le défait, et ben, ça fait des petits losanges de chocolat assez beaux. Et c'est joli parce que les losanges, ils sont très fins. C'est la petite touche qui va sublimer encore plus Voilà. et qui met du volume. Ouais. Et c'est les détails qui font les grandes choses. Hein. Parce que là, vous voyez, c'est très simple. Il y a un crumble, un crémeux, des noix de pécan. Il y a vraiment que 2... Il y a 3 recettes, mais il y a vraiment réellement que 2 recettes. Il y a du crémeux et du crumble, quoi. Après, on va mettre des décors chocolat, des petites noix de pécan, mais ça reste pas énormément de différentes recettes. Ouais, et puis après, on donne un peu de mouvement avec. C'est incroyable justement comment ça prend vie avec ce mouvement-là quand vous mettez. Ouais, c'est chouette. On se rend pas compte, mais ça. Ça fait vraiment toute la différence. Ouais. Vous voyez là l'image. Et voilà. Et après, après les chocolats qui sont un peu dans tous les sens. Et voilà. Et maintenant, je vais préparer vos dégustations pour que vous puissiez manger quand même avant que je sois trop en retard. Bah oui, bien sûr. Ouais, mais je vais peut-être vous le mettre. Est-ce que vous avez une assiette, peut-être, ou quelque chose ou sinon, on laisse dessus. C'est vous qui me voyez. Alors, ça, je vais mettre dans un petit bol. Ah, il y a des petits bols ici aussi. D'accord, super. Bon, c'est comme ça, on pourra. Et ensuite, je vais vous faire à manger quand même. Ils attendent que ça, hein. Moi aussi. Alors, les plateaux magnifiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de... Je vais me mettre là. Ça, je vais l'enlever aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, soyez pas timides. Ah, mais il y a plein de questions, fantastiques. Allez-y, pendant que je vous fais à manger. Bonjour. Bonjour. Ok, oui. Je voulais savoir, c'est quel chocolat que vous avez pris? Alors, j'ai pris du Valrhona 66% Caraïbes. Caraïbes, ok. Voilà. Merci beaucoup. Mais après, vous avez plein d'autres chocolats, etc. Alors moi, pourquoi j'ai choisi celui-là, c'est que c'est un chocolat très conventionnel, on va dire. Il est très simple, il n'a pas beaucoup d'amertume, il est très réconfortant. Et comme ça, c'est un gâteau qu'on amène à des dîners que même les gens qui n'aiment pas trop le chocolat vont aimer. Donc je voulais un chocolat un peu plus rond, classique, mais après on peut s'amuser à mettre des chocolats avec peut-être plus de puissance, un peu plus d'acidité, etc. Mais il faut garder du 66% si jamais vous voulez faire cette recette-là, sinon il faut juste réajuster un tout petit peu. Si jamais vous avez un chocolat qui est plus fort qui est plus élevé en pourcentage, et du coup vous réduisez un petit peu la quantité de chocolat, et si il est plus bas en pourcentage, vous augmentez un peu la quantité de chocolat. Voilà, simplement. Et une autre question oui. Au milieu. Oula, il y en a qui... Alors moi, c'était pas une question, c'était juste pour te remercier vraiment de ce beau moment qu'on a partagé nous personnellement en famille. Et merci de partager toutes tes petites astuces avec nous. Tu rends vraiment la Normandie fière et toute la France. Oh, voilà. Merci, c'est trop gentil. Merci.
En plus, Merci je beaucoup. vous vois depuis tout à l'heure, vous avez le Trop sourire bien. du début à la fin. Ça fait plaisir, merci. Oh là là, ces sourires-là, c'est vachement important. Bah, merci d'ensoleiller ma journée. Et puis ensoleiller la nôtre, Nina. Ah, c'est gentil. D'autres questions ou réactions? Oui, là-bas au fond, il y a une personne. Le monsieur. Bonjour, je suis Ah, merci. je suis un amateur de la pâtisserie. Oui. Je voudrais savoir parce que j'ai toujours ce problème avec la pâte sucrée pour faire une tartelette. Je sais qu'il n'y a rien à voir avec cette dessert, mais je ne sais pas si tu as vous savez des petites astuces. C'est parce que la pâte sucrée, c'est pourquoi? Quel est le problème? Et ça s'effondre un peu quand je... Ça s'effondre, d'accord. Ouais. Alors, si ça s'effondre, déjà, il faut un fonçage qui soit donc, soit on fait un fonçage bande, comme ça au moins, on est sûr d'avoir un bon angle droit. Parce qu'en fait, si on fonce comme ça, mais qu'il n'y a pas l'angle droit, déjà la pâte, à la chaleur, elle va se rabaisser. Et donc, du coup, jusqu'à atteindre la plaque de cuisson. Donc, c'est là où déjà, ça va s'effondrer. Ensuite, si on a un bel angle droit et que la pâte est vraiment dans le coin, moi, ce que je conseille, c'est de la mettre au congélateur. Il faut la mettre au congélateur. Ensuite, il faut four chaud. Et c'est là où j'autorise un four un peu plus chaud. On peut même enfourner à la limite à 200 ou à 180 quelques minutes, histoire que ça flash et que ça, tout de suite ça saisisse. Et ensuite, on baisse le four à 150 pour la faire cuire. Mais 2-3 minutes à 180, histoire que ça flash et que notre petit rebord de tarte aille bien. Et sinon, on peut aussi simplement mettre du pois dedans. On met du riz ou on met une feuille avec du riz ou avec des petits haricots ou des lentilles, etc. Et comme ça, on est sûr que les rebords tiennent bien. Ça, professionnellement parlant, nous, on a du mal à le faire parce que on fait trop de quantité, mais en tout cas, de façon amateur, c'est pas mal. On pré-cuit. Voilà. Alors, on nous a donné un plat de chez Faïencerie des Rêves. Magnifique. Ah bah, je pouvais pas rêver mieux. Merci, il est magnifique. Génial. Trop bien. On va pouvoir la faire passer pour que vous puissiez la voir de plus près, du coup. Parce qu'en fait, la vaisselle, c'est très très important quand on fait un beau gâteau. C'est tout aussi important. C'est pareil, c'est comme le dressage. C'est qu'il faut que quand on fait un beau gâteau, il faut qu'il soit bien présenté quand même. Et donc, ça va apporter, c'est l'art de vivre qui est très important et qui va mettre en valeur. D'accord. Allez, je vais continuer à faire mes petites... Ouais. Et puis, sinon, là, vous on n'aurez peut rien la à faire manger. passer. Et attention à manger la Et après, moi, j'aurais peut-être un petit service à vous demander, c'est que mes filles auraient rêvé de venir peut-être un petit peu sur scène. Donc peut-être que si jamais vous voulez bien, elles vont venir... Mais oui, parce qu'elles m'accompagnent ce week-end. Elles s'appellent comment? Anastasia et Adèle. Anastasia et Adèle, venez avec nous. Et comme en fait, elles sont très trop patientes, mignonnes. elles m'accompagnent dans beaucoup de mon travail. Et voilà. Viens là, mon chat. Voilà. Est-ce que tu voulais faire des gâteaux avec moi? Mais si tu veux, tu peux m'aider à pocher parce qu'elle sait très bien pocher. Donc tu veux pocher un peu pour mettre de la crème dedans? Ça te dit? Un petit mot? Tu veux parler ou pas? Non. Si Tu peux nous dire ton âge ou pas? T'as quel âge? 6h30. 6 ans et demi. 6 ans et demi. Et regarde mon chat, tu vas pouvoir pocher si tu veux. Tiens, hop, comme ça, tu mets de la crème dedans, d'accord? Vas-y. Vas-y, sois généreuse. Super. Prenez aussi les dédicaces de la petite, hein, peut-être future aussi championne du monde, on sait pas. D'accord. Super, tu peux être plus généreuse, mon chat. Vas-y, tu peux en mettre plus. Elle est trop Et mignonne. ensuite, il y a les petits bols. Est-ce qu'il y a ça où j'en fais plus ou il y en a d'autres peut-être ou pas? Ça? Ok. Super. Ouais, ok, allons-y. Ah bah vas-y. Tu peux m'en mettre... ils sont où les petits? Ils sont là. Hop, tac, tac, tac. Bravo mon chat.
Je vais t'aider un peu pour aller un tout petit peu plus vite, mais bravo, bravo. Hop. T'es contente? Elle adore faire des gâteaux. Au moins, c'est un métier qu'on peut partager facilement avec ses enfants. Je suis pas autant à la maison qu'une maman classique, donc au moins, quand je suis avec elle, on fait plein de gâteaux. Tous les samedis après-midi, quand on est ensemble. En fait, le mercredi, elle commence à anticiper. Elle cherche quel gâteau elle veut faire. Elle fait sa liste de courses. Ensuite, le samedi, après le déjeuner, souvent, moi, je vais préparer tout, comme ça, tout est prêt, elles font un temps calme. Après, elles viennent, elles foutent un bazar absolu pendant 1h30. Et après, elles vont jouer, moi, je range pendant 1 heure et je suis tranquille avec ma musique. Et on sait que ça prend l'après-midi entière et on passe un super moment. Tiens, je vais le faire manger parce qu'il ne faut pas que... Bravo. Des petites noix de pécan. Je vais remettre un peu de crème dans la poche, non? Merci, Anastasia. Super. Bravo. Tu peux redescendre si tu veux.